Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour examiner ensemble une question que nous avons trouvé pertinente d'aborder dans la mesure où, quand on parle des cours d'histoire de la magie, on oscille souvent entre fascination, car nous avons toujours envie d'en savoir beaucoup plus, mais aussi le souvenir de profonds ennuis quand on se remémore la manière dont les cours du professeur Beans sont abordés dans les livres de la saga. Alors, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que si vous n'êtes pas lecteur de la saga, mais juste spectateur de l'adaptation cinématographique, il est fort probable que vous n'ayez jamais entendu parler des cours d'histoire de la magie ni du professeur Beans, ce qui est fort dommageable et nous espérons vraiment que la série permettra d'aborder à nouveau ce sujet sous un angle un petit peu plus visible, car c'est tout de même un sujet qui est absolument passionnant et qui, sans le savoir, est tout de même à la base de très nombreuses intrigues et de questionnements de la part de nos héros. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient d'abord de définir exactement ce qu'est l'histoire de la magie à Poudlard, la manière dont elle est enseignée, afin que tout le monde bénéficie, lecteur comme spectateur, globalement du même niveau d'information. L'histoire de la magie fait partie des enseignements obligatoires au sein de l'école de sorcellerie, et ceci de la première jusqu'à la dernière année de scolarité. L'histoire de la magie a pour but de faire découvrir aux élèves l'histoire du monde magique dans lequel ils vivent et les événements qui ont contribué à façonner l'histoire du monde des sorciers, aussi bien localement à l'échelle de la Grande-Bretagne que d'un point de vue plus global avec l'entièreté de l'histoire internationale de la communauté magique. Cette matière est censée offrir aux jeunes sorciers une connaissance en fait de ce qui a permis à aboutir au monde qu'ils côtoient tous les jours. Lors du processus d'écriture, J.K. Rowling, vous le savez, a fait le choix de ne pas uniquement s'enfermer dans un récit qui circonscrirait finalement Harry Potter à une histoire qui se déroule dans une simple école en créant en fait uniquement une chronologie scolaire autour de l'école de sorcellerie. Au contraire, elle a voulu créer toute une chronologie de l'histoire du monde magique qu'elle continue toujours à étendre, vous le savez, avec les animaux fantastiques. C'est d'ailleurs tout le génie de son œuvre de permettre de dépasser les frontières classiques de ce type de roman en construisant un monde gouverné par de nombreuses règles, mais aussi par une histoire qui inscrit ses règles et son temps dans un contexte, ce qui, on le verra, est quelque chose de particulièrement important. Alors, dans Harry Potter, l'histoire de la magie est abordée en réalité un peu de deux manières distinctes, voire même trois si on veut pousser le bouchon un petit peu plus loin. Naturellement, il y a le cours magistral, si on use ce terme, du professeur Beans, qui est un peu l'alpha et l'oméga, on va dire, du sujet, compte tenu des nombreuses connaissances qu'il a sur le sujet, mais quelque part, on ne peut pas quand même réduire l'enseignement de l'histoire de la magie ou son apport à la simple salle de classe. En effet, dans l'utilisation qui est faite par Hermione Granger de différents livres tout au long de la saga, et notamment de l'histoire de Poudlard, écrit, vous vous en souvenez, par Bathilda Tour-de-Sac, il faut bien reconnaître qu'elle constitue un apport non négligeable, pour le coup, sur le sujet, car elle se réfère de manière régulière à ses connaissances et au travail de grands savants en la matière pour éclairer le chemin et les questionnements parfois de nos héros. Hermione, sachant d'ailleurs mieux faire passer les informations que le professeur de la matière sur lequel nous reviendrons ultérieurement, est évidemment quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération dans l'enseignement de cette histoire de la magie qu'elle peut avoir vis-à-vis notamment de Harry et de Ron. Il y a également une troisième voie par laquelle l'histoire du monde magique est transmise, en dehors d'ailleurs, si on réfléchit bien, des habitudes et des références quotidiennes auxquelles les élèves sont confrontés dans le château, et nous l'apercevons aussi, en fait, dans la manière où Albus Dumbledore transmet lui aussi certains pans entiers de l'histoire du monde magique britannique, principalement par l'intermédiaire de la pensine, à Harry Potter, mais quand même, il se passe quelque chose. En revenant dans un passé certes relativement proche, le directeur de Poudlard permet tout de même de montrer que les événements qui remontent aux années 1940 ont tout de même des répercussions plus que conséquentes 50 ans après. C'est là aussi une manière de transmettre une histoire dont il fut en plus l'un des plus vibrants acteurs, tout du moins pendant la période contemporaine. L'histoire de la magie ne se limite donc absolument pas à un enseignement classique, nous l'aurons bien compris, mais alors comment expliquer, déjà en partie, le désamour ressenti par de nombreux élèves vis-à-vis de cette matière qui semble pourtant sur le papier absolument fascinante. Alors, autant vous le dire tout de suite, l'une des principales raisons réside probablement dans la personnalité même du professeur Beans en charge de cette matière. En effet, le professeur Beans n'est pas n'importe quel enseignant de Poudlard, dans la mesure où ce dernier est un fantôme.
Selon la légende qui se répand de génération en génération à Poudlard, le professeur Binns enseignait déjà durant son vivant et serait mort en plein cours sans véritablement s'en rendre compte et aurait poursuivi son enseignement comme si de rien n'était. La problématique de ce professeur, c'est qu'il a une manière, on va dire, bien personnelle d'enseigner l'histoire de la magie. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est franchement absolument pas fascinante, ni nécessairement tournée client vis-à-vis de jeunes enfants et adolescents qui ont souvent beaucoup d'autres centres d'intérêt et de préoccupation et préfèrent un usage pratique de la magie dans leurs cours. Il est vrai que les enseignements du professeur Binns sont très souvent présentés comme étant des cours particulièrement soporifiques et qui sont d'un ennui mortel pour les élèves. Se contentant de lire son manuel d'histoire et de décliner ses mortelles pensées en de multitudes d'informations et anecdotes, le professeur Binns n'est pas réputé pour transmettre avec passion et entraînement sa matière. C'est en tout cas le moins que l'on puisse dire. À cela, il faut rajouter aussi, il est vrai, la légère difficulté qui est de capter l'attention de jeunes enfants et adolescents qui n'accordent pas toujours une importance fondamentale au passé, préférant se concentrer sur le futur, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'absolument normal dans le développement psychologique d'un enfant. L'histoire de la magie regroupe principalement tous les événements les plus importants de l'histoire du monde magique. On sait qu'un sujet très habituel est par exemple la question des différentes révoltes des gobelins contre les sorciers qui ont émaillé les siècles. On remarquera d'ailleurs que J.K. Rowling a abondamment traité ce sujet dans son œuvre avec divers niveaux de révolte, divers protagonistes, mais qui démontrent parfaitement que cette querelle dure depuis des millénaires. On sait d'ailleurs que même à l'époque de la fondation de Poudlard, il existait déjà de vraies problématiques existantes entre les sorciers et les gobelins. Cela nous renvoie aux difficultés, par exemple, rencontrées par Godric Gryffondor avec l'épée créée par les gobelins sur sa commande, dont on continuera à parler plus de 1000 ans après, autour de la question de qui est véritablement propriétaire de cette épée. Autant dire que le contentieux est fort et on ne s'étonne absolument pas de retrouver cette dimension, d'ailleurs, dans Hogwarts Legacy, car c'est presque en fait un must-know dans Harry Potter, mais qui a été complètement, on va dire, bypassé dans la version cinématographique. Alors, évidemment, il n'y a pas que la révolte des gobelins dans l'histoire de la magie. Il y a aussi globalement toute l'histoire du monde magique. Et même si le professeur Binns semble avoir une vision particulièrement restrictive et très cadrée tout du moins pour ce qui concerne le périmètre global de sa matière, il y a évidemment beaucoup de choses, entre guillemets, qui sont également étudiées, mais qui sont parfois un petit peu en dehors du roman. Par exemple, on sait, sur la question de la Chambre des Secrets, dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, qu'il ne va pas s'attarder outre mesure sur le sujet, considérant qu'il lui revient d'enseigner l'histoire à travers des faits établis et non pas à travers ce qu'il appelle des mythes ou des légendes. Preuve s'il en est que sa conception de l'histoire demeure très centrée sur une véracité acquise académiquement, mais peu ouverte sur des théories sans fondement direct. Erreur d'ailleurs que ne commet pas nécessairement une de ses collègues en la personne de Bathilda Tourlesac, qui on le sait est une célèbre historienne de la magie et qui a écrit notamment l'histoire de Poudlard, qui fait partie des références bibliothécaires, on va dire, de Poudlard, et dans lequel effectivement il y a tout un passage sur la question de ce mythe et de cette légende de la Chambre des Secrets. En somme, et pour résumer, l'histoire de la magie, c'est avant tout le but de donner des repères fixes aux élèves pour s'inscrire dans une temporalité qui les dépasse. Dans cette vidéo, nous n'avons pas voulu nous pencher plus en avant sur le cours du professeur Binns. Nous le ferons probablement un peu plus tard dans une vidéo qui serait spécifiquement dédiée sur ce sujet, mais ici nous avons voulu nous poser la question de savoir pourquoi ce cours est si important. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que ce sujet se rapproche de celui que j'avais un peu choisi en philosophie lorsque j'avais passé mon baccalauréat il y a maintenant un certain nombre d'années, et où nous avions été invités à disserter sur la question de savoir si l'histoire pouvait avoir un impact sur l'avenir. Je ne me souviens plus exactement de l'intitulé, car ça fait quand même maintenant déjà un petit moment, mais j'avais trouvé la question absolument fascinante, et nous nous sommes dit qu'il serait quand même intéressant de se poser la question dans le monde magique. Alors, autant vous le dire tout de suite, malgré la description parfois assez peu flatteuse que nous avons pu faire de l'histoire de la magie au travers du cours assuré par le professeur Binns, la réponse à notre question est irrémédiablement un énorme oui, dans la mesure où toute autre réponse serait en fait profondément nihiliste et ne mènerait pas grand-chose, entre guillemets, d'intéressant derrière. En fait, ce sujet, c'est un sujet qui est absolument fascinant, car nous voyons bien que dans le monde des Moldus, la question de l'histoire est souvent traitée sous le prisme de quelque chose de poussiéreux, de pas très intéressant, qu'il vaut mieux au final faire table rase du passé, se concentrer sur un avenir qui nous est toujours annoncé comme étant un avenir radieux.
Aujourd'hui, on constate dans nos sociétés que globalement toute référence faite à l'histoire est automatiquement perçue et distribuée d'ailleurs par nombre d'enseignants sous un prisme un peu passéiste, voire réactionnaire dans les cas extrêmes. L'histoire n'est utilisée en fait désormais qu'à des fins quasi négatives dans les discours publics pour faire telle ou telle courbette à telle ou telle communauté en sortant totalement les événements d'un contexte historique, ce qui ne les rend d'ailleurs pas plus acceptables. Mais il y a beaucoup de mauvaise foi en tout cas autour de notre histoire. On nous explique toujours que la seule chose qui compte, finalement, c'est l'avenir, comme s'il fallait ne se référer qu'à la promesse de lendemain qui chante. Mais comment croire au final une telle promesse sans aucune preuve tangible? C'est là, en réalité, toute la problématique. Reléguer l'histoire à un simple passe-temps ou à ce qu'on pourrait appeler une passion triste, c'est un bien grand mal de notre époque, car c'est dans le passé, en fait, que l'on comprend en réalité vers où notre civilisation se dirige, et c'est en étudiant le passé, en écoutant son murmure, que l'on voit se dessiner les erreurs d'autrefois que nous pourrions éviter de retranscrire dans le futur. Sans l'histoire, il faut bien comprendre que nous ne sommes absolument rien. Dans le monde magique, la question, en fait, elle est exactement la même. Et on voit bien que la fuite en avant, consistant à négliger le passé et ses enseignements, peut mener jusqu'à des situations absolument catastrophiques, comme ce fut le cas avec le positionnement de Cornelius Fudge, alors ministre de la magie, face au retour de Lord Voldemort. Bien évidemment, l'histoire peut parfois être terrifiante, c'est une évidence, mais ce n'est qu'en l'affrontant qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs. Or, dans le cas d'espèces présents, et bien que nous soyons sur une période historiquement assez rapprochée, le moins que l'on puisse faire remarquer, c'est qu'à la manière dont le ministère avait géré la crise durant la première guerre du monde des sorciers en se faisant infiltrer de toutes parts par l'ennemi, n'a fait que se reproduire dans les événements d'Harry Potter et Lord of the Rings, car les leçons de la première guerre n'avaient pas fait l'objet d'une analyse suffisante. Alors, on met entre parenthèses, mais dans le monde des moldus, on a exactement la même problématique. Par exemple, avec l'Allemagne, où aujourd'hui, vous avez des tas et des tas et des tas d'écoles, où la question de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme et de la réalité n'est plus du tout abordée. Ce qui fait que quand vous allez vous balader au mémorial de la Shoah à Berlin, vous allez vous retrouver avec des jeunes Allemands qui font la bronzette sur un monument qui est quand même censé commémorer la mort de 6 millions de personnes en situation de handicap, de juifs, de tziganes, d'opposants politiques, et de tout ce que vous voulez comme minorité. Enfin, on est quand même sur quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'au final, il y a eu des erreurs absolument immenses, mais on en a tellement honte qu'on s'en cache, et au final, en ayant tellement honte de se cacher de ce qui s'est passé, que on en vient à oublier les symboles du passé, et forcément, ce qui appellera, dans un temps ou dans un autre, une reproduction, entre guillemets, de ce qui s'est passé. Fin de la parenthèse, mais c'est quelque chose de très intéressant. La question des gobelins, qui montre la division manifeste dans le monde magique entre au moins deux populations condamnées à coexister dans un monde qui est fermé, ne peut se comprendre en fait qu'en connaissant le contexte historiquement très chargé de la relation entre ces deux peuples. Comment comprendre les réactions, par exemple, des Gobelins de Gringotts à l'époque de Harry Potter sans avoir le background historique? C'est quelque chose de quasiment impossible. Et si l'on veut traiter aussi d'une période plus contemporaine et que nous connaissons pour le coup par cœur, puisqu'elle est au cœur de la saga des Animaux Fantastiques, c'est évidemment ce qu'on en appelle comme étant la Grande Guerre du monde des sorciers, qui se déroule sur une période s'étalant de 1928 jusqu'en 1945, où Albus Dumbledore battra définitivement Gellert Grindelwald, et ses idées ne sont pas parties de nulle part, et encore moins du choix magique. Les partisans de Grindelwald ne sont pas tous de dangereux psychopathes, même s'il y en a évidemment quelques-uns. Mais comment comprendre le discours de Grindelwald si nous ne prenons pas un peu de recul dans le temps ? Pour comprendre ces événements qui se déroulent pourtant dans la toute première partie du XXe siècle, il faut remonter au XVIIe, et notamment à l'année 1689. En 1689 est institué le Code international du secret magique, porté notamment par un ancêtre de Harry Potter, Ralston Potter. À cette époque, déjà, depuis la fin du XIVe siècle, les relations entre les moldus et les sorciers ne cessaient de s'empirer sous fond de persécutions réciproques, d'inquisition et de toutes ces petites joyeusetés fort peu sympathiques de l'époque. La situation ne pouvait absolument plus durer tant les deux communautés se trouvaient en réalité dans un espèce de face-à-face qui les amenait vers ce qu'on appelle un point de non-retour. Deux lignes commencent à s'ouvrir dans la communauté magique. Une ligne plus douce, version donc Ralston Potter, qui considère nécessaire de séparer les deux mondes en instituant un ensemble de règles permettant de dissimuler le monde magique au moldu et de créer des frontières on ne peut plus claires.
L'autre ligne, et c'est là où c'est très intéressant, consiste à avoir une approche nettement plus musclée, c'est-à-dire de rentrer en conflit direct avec les Moldus pour les soumettre à la supériorité en fait du monde magique. Preuve, s'il en était besoin, que cette question de la supériorité des sorciers ne date pas de Gellert Grindelwald, loin de là. Elle est beaucoup plus ancienne. Le Code international du secret magique finira par être mis en place, mais cela ne calmera absolument pas les querelles pour autant, et force est de constater que même si les deux mondes vont vivre de manière totalement séparée et quasi autonome, de nombreux sorciers ont le sentiment d'être inférieurs aux Moldus qui s'amusent pendant ce temps-là à se faire la guerre et à se lancer dans des guerres particulièrement meurtrières, voire franchement absolument détestables. S'il est vrai que l'on peut douter de la capacité des Moldus à se gérer tout seuls, nous ne sommes pas certains cependant que la solution se trouve en réalité dans une espèce de mise sous tutelle, mais le fait de connaître le contexte de la séparation des deux mondes est quelque chose de très utile pour comprendre la problématique soulevée par la Grande Guerre des Sorciers entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Il est aussi très intéressant de constater d'ailleurs que ces questions de domination ne sont pas non plus directement liées uniquement à la question du secret magique international, puisqu'on sait que dès l'époque de Salazar Serpentard, la question du statut de sang commence déjà à se poser pour ce qui concerne les élèves admis ou censés être admis à Poudlard. Et pourtant, nous sommes alors en plein Moyen-Âge. Il ne faut donc pas y voir un critère de modernité. Il faut vraiment prendre en considération cette division dans la société magique pour comprendre tous les événements qui se déroule pendant l'ère contemporaine. Si d'un point de vue collectif, on voit assez bien l'importance majeure qui est celle de l'histoire, elle est aussi d'ailleurs parfaitement marquante sur la trajectoire de vie de chacun des personnages qui se rattachent souvent à des arbres généalogiques, car, contrairement à l'ambiance actuelle que nous connaissons dans le monde des Moldus, dans Harry Potter et donc dans la pensée de J.K. Rowling, l'individu vient bien de quelque part et a une histoire ancrée dans le passé. Quand on pense à des personnages comme Drago Malfoy, on sait que ses origines remontent au moins à 1066 où un de ses ancêtres est arrivé de France avec Guillaume le Conquérant durant la bataille d'Hastings. Draco est l'héritier de cette tradition et de cette histoire familiale qui s'est toujours inscrite dans les hautes sphères de la Grande-Bretagne. On pourrait avoir le même raisonnement d'ailleurs pour beaucoup d'autres familles du monde magique, comme les Black, les Potter, même si l'héritage familial a été un peu perdu du fait d'une impossibilité de transmission de la part de James et Lily Potter. Les Ligori également, dont on sait qu'ils comptent d'éminents personnages du monde magique dans leur arbre généalogique. On pourrait continuer comme ça en allant très très loin. Soyons clairs, J.K. Rowling n'a pas voulu créer des personnages déracinés et éloignés de toute histoire familiale ou personnelle, même lorsque cette histoire est tragique à l'extrême. Les racines des personnages apparaissent souvent comme des points de repère, des espèces de lumière dans les ténèbres. Ce fut le cas pour Harry comme pour Neville et pour tant d'autres. Eux, qui n'ont pas connu l'amour parental, auquel ils auraient dû avoir droit, ont sans cesse couru, finalement, au travers toute l'histoire de Harry Potter, après cet amour parental, et donc après ses racines, pour se montrer dignes des sacrifices qui ont été consentis par leurs ancêtres pour eux. D'ailleurs, la même logique, elle est applicable aussi à Lord Voldemort, car privé de ses racines par un choix délibéré et par une situation très complexe de sa mère, ce dernier aurait été coupé d'un passé qui lui appartenait, d'où le fait qu'il nettoie son arbre généalogique de manière particulièrement sanglante, comme pour faire table rase du passé, et ainsi déraciné, il ne pouvait être que le mal, et absolument rien d'autre s'était écrit. Sans racines et sans histoire, il n'est donc pas possible de construire sereinement sa vie ni d'aborder sereinement son existence. Dans un film, en dehors de Harry Potter, une phrase nous avait d'ailleurs particulièrement marquée, car elle est pleine en fait de bon sens, et surtout d'une justesse absolument déterminante et même fascinante pour comprendre que le futur, même s'il est important, n'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la vie humaine. Cette phrase, qui était adressée à un aristocrate qui s'était retourné contre la monarchie durant la période de la Révolution française, disait simplement « Si tu perds ta terre, tu perds ton âme ». Alors oui, c'est une référence dont on pourrait penser que les sources sont extrêmement lointaines et ancrées dans une croyance populaire que l'on voudrait juger désuète et un peu perdue dans le temps. Et pourtant, elle est sincèrement d'une actualité absolument incroyable. Avec l'histoire de la magie, c'est exactement la même idée. Encore une fois, si l'on ne sait pas d'où l'on vient, on ne peut absolument pas savoir vers où on se dirige. La complexité du monde fait qu'on ne peut absolument pas se réfugier derrière une vision uniquement progressiste qui n'a en fait que peu de sens car elle ne repose en fait sur rien de solide. L'histoire, c'est du solide. Ce sont des faits, ce sont des messages qui nous parviennent des temps anciens et qui permettent la meilleure compréhension des événements actuels. Alors certains diront que c'est une vision conservatrice, comme s'il s'agissait d'ailleurs d'un gros mot, mais là où ils se trompent, c'est que cette vision
presque totalement consumériste de la vie et de la perspective humaine, a conduit à de très nombreuses guerres car nous n'avions pas su tirer les leçons suffisamment tôt de notre histoire. Le progressisme, c'est un espèce de mot que tout le monde a à la bouche sans se rendre véritablement compte de ce qui se cache derrière et ce à quoi il faut faire attention. C'est-à-dire qu'un progrès qui n'est pas construit sur quelque chose d'intelligent va évidemment avoir des répercussions dans le futur qui risquent d'être catastrophiques. Alors, pour en revenir à Poudlard, évidemment, il n'est pas totalement étonnant de sentir un manque d'entrain de la jeunesse. Mais en grandissant, nécessairement, les perspectives vont évoluer. Car une fois adulte, l'histoire prend un autre sens et on retrouve cette idée, ce sens-là même de la transmission d'une tradition séculaire dont nous ne sommes en fait que des passeurs de témoins. Et c'est vrai que, évidemment, quand on comprend l'histoire, quand on comprend ce qui se passe, on a envie d'aller un peu au-devant. Il faut suivre d'ailleurs, par exemple, l'histoire qui est celle de Bill Weasley, qui est tout à fait au courant de ce qui s'est passé entre les sorciers et les gobelins, aura toujours tout fait à l'intérieur de Gringotts et ensuite pour essayer de resserrer les liens entre ces deux communautés. Et c'est quelque chose qui est vachement intéressant. On voit véritablement qu'il y a des liens qui peuvent être tissés au-delà de la méfiance, mais pour ça, il faut évidemment connaître le back-office et ce qui s'est passé avant pour essayer de continuer à avancer. C'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Vous l'aurez compris, pour nous, en tout cas, ce sujet de l'histoire de la magie, au-delà du côté un peu folklorique où tout le monde s'ennuie pendant les cours et parle de choses peu intéressantes, on perçoit bien en fait que c'est un sujet qui est trop souvent ignoré, trop souvent traité un peu par-dessus la jambe, et pourtant il y a vraiment tellement de choses à retenir que c'était vraiment un sujet qu'il fallait absolument qu'on aborde dans cette vidéo, parce que, encore une fois, le message de J.K. Rowling au travers de l'art, il est absolument fascinant. C'est que sans la transmission, sans l'histoire, sans cette espèce d'enracinement dans une histoire personnelle ou dans une histoire collective, quelque part, on en vient à faire des erreurs absolument monumentales et absolument monstrueuses. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Lord Voldemort. Et on pourrait en citer tout un tas d'autres personnages qui, effectivement, en ayant renié leurs racines familiales et leur héritage, n'ont pas véritablement su se diriger tranquillement. Alors vous pourriez nous dire, oui, mais par exemple, quelqu'un comme Sirius Black a renoncé à son héritage familial et à sa tradition pour choisir une autre voie. Alors on pourrait vous dire, oui, effectivement, mais il n'a jamais nié être un Black. Il a juste réinventé sa propre manière de faire, tout en tenant compte du passé, en considérant que ce qui avait été fait par le passé était une erreur, et ce n'est pas d'ailleurs le seul à l'avoir fait. Alors après, ça n'empêche pas les difficultés avec sa famille, mais le fait est que sur un plan global, il ne change pas d'un iota et il n'a pas demandé à changer de nom ou autre. Il accepte tout avec courage, avec abnégation parfois, notamment quand il est retenu plus ou moins prisonnier dans son ancienne maison, dans la maison familiale des Blacks, mais le fait est que c'est quelqu'un qui assume évidemment cette part-là de son héritage, mais qui choisit de donner à sa vie un autre tournant en se basant sur le fait que ce qu'il avait reçu de ses parents n'était pas correct. Mais il le fait en assumant tout le reste. Et c'est vraiment quelque chose de fascinant. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait vous dire sur l'histoire de la magie. Nous, c'était vraiment un sujet que nous trouvions très intéressant d'aborder. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.